C'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume. Samedi 12 août 2022, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans Encre et Plume. Et les portes sont de bouche, roman de l'auteur Richard Ali fait l'objet de notre sujet ce soir. Bonsoir monsieur Ali. Bonsoir madame Katia. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Bienvenue dans Encre et Plume. Merci encore. Spécialement dans cette édition, messieurs et dames, nous allons parler de la 9e édition de Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Kinshasa. Évidemment, nous allons aborder ce qui nous concerne, la discipline littérature catégorie nouvelle. Du 28 juillet au 6 août, Kinshasa a vibré au rythme de la francophonie grâce aux 20 candidats écrivains qui ont foulé leurs pieds sur notre sol pour compétir. 20 nouvelles, 20 écrivains pour 3 médailles. Après plusieurs jours de lecture publique au Centre Wallonie-Bruxelles et après délibération du jury, les gagnants ont été pour la 3e place, médaille de bronze, M. Valentin de Copé, venu de la Suisse et son texte intitulé « L'absence ». Pour la 2e place, médaille d'argent, Mme Cécile Emmanuel Hupin, représentant de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec son texte intitulé « Le bien qu'on se donne ». Et enfin, pour la 3e place, M. Jocelyn Dangamouti, médaille d'or, candidat congolais, je dois préciser de la République démocratique du Congo, pour son texte intitulé « La nuit et les soldats ». Encre et Plume va revenir sur quelques-unes de leurs nouvelles pour une petite lecture au cours de ces émissions, pour vous faire passer un moment merveilleux. Revenons à notre invité. Qui est-il, que fait-il, d'où vient-il? Place à la biographie. Né le 11 juillet 1988 en Mbandaka, en République démocratique du Congo, Richard Ali a été sélectionné en 2014 parmi les 39 jeunes auteurs d'Afrique subsaharienne, âgés de moins de 40 ans, considérés comme le plus promoteur d'Afrique pour l'anthologie Africa 39. Fondateur de l'Association de jeunes écrivains du Congo, AGECO en cycle, actuellement secrétaire général de l'Association des écrivains du Congo ASBEL, il travaille depuis 2016 comme responsable de la Bibliothèque Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, où il organise beaucoup d'activités littéraires qui font vibrer la scène littéraire congolaise. En 2009, il est l'un des lauréats du prix Mark Twain de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour sa nouvelle Le cauchemardesque des tabous. Il est aussi auteur d'un roman à succès écrit entièrement en lingala et traduit en anglais et en français, Ebemba Kinshasa Makambo. Voilà de ce qui est de l'auteur et à présent, place au résumé de l'œuvre. Un soir, dans la République, contre toute attente, les chefs sabotent la fête de l'indépendance à cause de son rhume. Le peuple ne l'attend pas de cette oreille. Il descend dans la rue, Petit Willy aussi. La police s'en mêle. Petit Willy s'y retrouve au cachot. Juendix provoque une évasion. Petit Willy n'a pas pu en profiter. Il reste espéré alors un deuxième épisode. Entre-temps, il fait connaissance avec Alfred, défenseur des droits de l'homme. Il le trouve intéressant et tient à le sortir de ses trous. Il lui demande de lui raconter tout ce qui l'a conduit en prison. Petit Willy vomit tout sur la République, le chef, le gouvernement, la police, les Chinois, le complot, les élections, bref, tout ce qu'entendent le mur de la République. Parce que la République n'a pas de secret, les murs écoutent tout le porte-bail. Waouh, quel parcours, monsieur Ali. Donc, franchement, le résumé est très intéressant, ce qui nous pousse à vous poser déjà cette première question. Et les portes sont de bouche est un titre frappant, intriguant et plutôt intéressant. D'où vous est venue l'idée d'utiliser les pléonasmes pour ces titres? Merci beaucoup, madame Katia. Merci pour cette invitation déjà à cette émission Encre et Plume. Alors, il s'agit d'une sorte de métaphore, mais c'est aussi une deuxième partie de ce qui s'est dit comme, on va dire, comme proverbe, je sais pas moi, comme quoi, ici à Kinshasa ou partout ailleurs, je crois que vous l'avez déjà entendu, on dit que le mur ont des oreilles.
Et donc moi, ayant compris que le mur avait deux oreilles, je me suis dit, mais tiens, si les murs ont deux oreilles, donc absolument les portes devraient être de bouche. Donc pourquoi les portes sont des bouches? Parce que le porte baille, parce que le porte, quand elle s'ouvre, elle raconte beaucoup de choses, elle raconte tout ce que le mur a capté. Et je me suis saisi de cette métaphore-là pour justement permettre à ces personnages-là qui s'appellent Petit Willy de raconter tout, donc de dire tout, alors tout ce qui s'est dit dans la ville, tout ce qui s'est dit dans la République, tout ce qui s'est dit en termes de complot sur le chinois, sur le chef, voilà, sur le militant, sur le quotidien de cette grande République-là, qui ne dit pratiquement pas son nom. Donc ça m'était comme ça venu à l'esprit de pouvoir me saisir de cette métaphore-là, parce que c'est plus pratique. Tu vois, quand vous vous promenez, vous trouverez toujours qu'il y a des citations, il y a des affiches sur des portes, sur des portails, voilà, awa tuzo kangisa suki, le pan au Mboazali, le pan au côté Kate, et ainsi de suite. Donc moi, à chaque fois que je vois ces affiches-là, ou ces affichettes-là, je me dis que là, les portes sont en train de parler, donc les portes sont absolument de bouche. Vous nous avez devancé justement. Notre deuxième question, c'est pour savoir, pour ceux déjà qui auront la chance de lire le livre, ils verront que la couverture, vous avez repris les écrits courants à la congolaise, disons-les comme ça. Zone de France du Rinier et Pekisami Kobwaka Matiti, Keba Chien Méchant et tant d'autres. Comment avez-vous au fait pour associer ces écrits de rue avec de mots pour lancer des messages? J'ai trouvé une littérature à travers donc, ces inscriptions-là, murales, pardon, ou ces inscriptions-là au niveau de portes ou de portails. Et même des fois, on y retrouve maintenant aussi sur de bus. Donc moi, tout ça, ça faisait quelque chose dans mon esprit, et rapidement l'intrigue s'est mise à se construire, à se ficeler. Donc le fait simplement d'avoir vu cela, évidemment, je crois que l'écrivain, rien ne lui passe comme ça sans pour autant le frapper. Il y a des fois de petits détails qui frappe à l'esprit de l'écrivain et qui le pousse à la création. Voilà, Dozo Kamisasuki, Awama Yezali, tout ça, ce sont de petits détails. Pekisami Kosuba Awa, Pekisami Kobwaka Matiti. Je me disais, mais voilà, ça fait un peu cette ville, ça fait un peu cette république-là, ça fait pratiquement quelque chose de fort par rapport à l'inspiration, par rapport à la création. Et je me suis saisi de ça comme matériau justement afin d'écrire, afin de relater cette histoire, qui dit ces histoires, parce qu'il y a plusieurs histoires qui racontent justement Petit Willy, et la métaphore de la porte et les portes sont des bouches tombe justement à propos dans ces contextes-là. En parlant des faits quotidiens, vous soulevez un point à la 93e page. Vous parlez du foot pour une victoire. Mais pour ce faire, il fallait non seulement la bénédiction du pasteur Matelot, mais également le chef de la ville a fait égorger 3 chèvres noires et laisser envoler 5 pigeons tout blancs. Le pourquoi de la bénédiction et de ces pratiques, le pourquoi de ces mélanges? Mais je pousse un peu plus loin dans la création, mais ceux qui vivent par exemple dans la ville de Kinshasa ont déjà entendu ces genres d'histoires. Il m'était arrivé un jour d'entendre, effectivement, cela s'est passé au niveau du stade de Martyrs. On a fait venir des féticheurs qui avaient comme ça égorgé des boucs, qui ont fait voler des pigeons et qui ont fait des cérémonies, on va dire, un peu de la magie, un peu de la sorcellerie. Mais au même moment que ces féticheurs, on les avait conviés par les autorités de la République justement pour rassurer la victoire à notre équipe, il y avait aussi des pasteurs, des hommes de Dieu qui étaient conviés. Moi, c'était quelque chose qui m'avait vraiment frappé, et évidemment, donc les hommes de Dieu étaient venus et les féticheurs étaient là. Donc, pour ne pas laisser cela comme tel, je me suis dit, mais tiens, ça, à un moment ça vous fait rire, à un moment ça vous interpelle, quoi. Vous voyez, donc la République, il y a des choses qui se passent, et je me disais, mais j'aurais encore compris si jamais le féticheur avait travaillé la nuit et le serviteur de Dieu serait venu la journée, mais tous étaient là au même moment. Donc au même moment, on a laissé un temps pour que le féticheur puisse faire leur libation, puisse faire de sacrifices, de bêtes, voilà, des volailles.
Et la minute qui suivait, c'était les hommes de Dieu qui devraient bénir. Voilà, avez-vous cru à cette histoire? Croire, non, moi c'est le fait. Moi c'est le fait qui m'intéresse, le fait qui me frappe. Maintenant c'est au lecteur de voir s'ils vont y croire ou pas, ou si la République y croit ou pas. Après je crois qu'on avait même perdu ces matchs-là. Donc voilà. Tout ça c'était pour rien. Mais voilà, donc pour rien, mais après on peut se dire qu'une fois ça a marché. Je ne suis pas vraiment dans le est-ce que ça marche ou pas, mais je suis un peu dans cette folie de notre quotidien, dans cette folie de notre ville, dans cette folie de notre pays, ou même dans cette folie de ceux que l'on qualifie d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu. Voyez-vous, donc on vous met côte à côte féticheurs et serviteurs de Dieu. Et si je comprends bien, c'est parce que à la fin ou avant cela, il y a des espèces sonnantes. Voilà, donc quand il y a ça, apparemment ça permet à mettre tout le monde ensemble, même pour faire des choses qui ne peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire que vous essayez à la fois de convoquer le jour et la nuit au même moment, alors que l'on dit que le ténèbre ne peut pas cohabiter avec la lumière. Mais là, tout se conforme dans la République. Voilà, exactement. C'est ça, Madame Katia. Tout se conforme, alors c'est conforme à cette République-là. Dans la République, il y avait énormément de vices. Une grande guerre s'était enclenchée entre le pouvoir et l'église mère pour avoir dit qu'elle ne reconnaissait plus le pouvoir du chef. Le chef nomma alors le numéro 1 de l'église protestante, vice-président de la commission souveraine des élections. Que pensez-vous du rôle de l'église dans la chose électorale de la République, bonne ou mauvaise? L'église a un rôle à jouer, mais après l'église des fois arrive à en abuser. Je crois que c'est là le hic en fait. Alors parce que l'église est conduite par des hommes. Voilà, l'église est conduite par des hommes qui reçoivent, tantôt ils reçoivent, on peut dire, une mission divine, mais on arrive aussi à constater que ces hommes-là ne se comportent pas en personne ayant reçu une mission divine, mais ils font montre de leurs sentiments. Et cela n'échappe au regard d'aucun observateur, puisque quand on observe ce qui se passe dans plusieurs républiques de ces continents, on constate si bien qu'on peut arriver à avoir un régime où le clergé s'entend bien avec le pouvoir, et après un autre régime viendrait où le clergé ne s'entend pas avec le pouvoir, et ça saute à l'œil. Là, le cas que j'évoque dans la République, c'est le cas où l'Église catholique ne s'entend pas avec le pouvoir, et puis le pouvoir décide de nommer comme haut représentant quelqu'un de l'Église protestante. Voilà, vous voyez le jeu qui se passe dans cette République-là. Alors, est-ce que l'Église a un rôle à jouer? Je l'affirme encore, l'Église a un rôle à jouer, puisqu'il faut toujours qu'on ait un peu de contre-pouvoir, il faut toujours qu'on ait un peu de gens qui arrivent à réveiller la conscience de la population. Maintenant, est-ce que l'Église le fait bien? Ça reste à apprécier, parce que souvent ça laisse à désirer, dans la mesure où on peut constater des dérapages, on peut constater de la subjectivité, on peut constater de la passion, je dirais même, on peut constater des dérives, voilà, des dérives. Permettez-moi de vous interrompre, M. Richard Ali. On a l'impression que vu de loin, c'est un désordre organisé. C'est possible, je crois que c'est possible. Donc, je crois que même ce que j'essaie de décrire dans ces romans, ces romans, ça, on est dans une sorte de capharnaüm, mais qui vous semble exactement, vous le dites, qui vous semble être organisé. C'est le désordre, voilà. C'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est quand vous vous retirez, vous constatez, mais attends, c'est du tohu-bohu là-dedans. Et quand vous vous rapprochez, vous pensez que non, tout se passe très bien, c'est organisé. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est un désordre qui a pris corps. Et si vous n'y prêtez pas attention, voilà, si vous n'y prêtez pas attention, vous croyez que les choses vont l'amble, les choses vont comme elles devraient se dérouler. Mais quand vous prenez juste un peu du recul, ouais, vous que déjà là, on a abordé 2-3 sujets où l'on comprend que mais attends, c'est un désordre, c'est du n'importe quoi. Mais voilà. Tout le monde, à un moment, pense que c'est normal. Voilà, on se lève le matin et le sorcier et le prêtre, le pasteur sont ensemble pour convoquer les esprits pour un match. Voilà, on se réveille demain matin, on voit le chef qui renvoie
le clergé pour nommer un autre. On se réveille demain matin, on constate telle chose. À force de s'y habituer, on commence à croire que c'est normal, voyez-vous. Mais si on prend du recul, c'est exactement comme vous le dites, on comprend que c'est un désordre qui a pris corps, qui s'est organisé, malheureusement. Mais chose ironique, malgré les refus du président, ses enfants et sa femme continuent d'y s'y rendre et c'est très drôle. Vous l'évoquez à la page 98, comment vous expliquez ça? Ça parlait dans la République? Ses enfants et ses femmes commencent à continuer à s'y rendre. Bon, tout se passe dans la République. Moi, il y a un peu de l'invention, il y a un peu de la création dedans. Surtout de l'imagination. Voilà, de l'imagination, mais qui reste en tout cas collé à la réalité. On n'imagine rien du hasard. Voilà, on parle toujours de quelque chose, en tout cas, avec cette fiction-là, qui, je dois rappeler ici, c'est vraiment de la politique fiction. Donc, je suis resté ici, en tout cas, collé comme quelqu'un qui ferait un roman de science-fiction. Ici, moi, je fais un roman de politique fiction. Donc, je reste sur des faits politiques, des faits politiciens, et j'essaye de mettre un peu de l'imagination, justement, pour donner le côté artistique de la chose, au fait. Très bien. À tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la 87.8 Biwan FM et vous suivez Encre et Plume qui parle du roman de l'auteur Richard Ali titré « Et les portes sont de bouche ». Poursuivons avec cette question de plus. Après que Yann ait répondu au petit Willy, il dit « Sa réponse m'avait ébloui l'instant qu'il le prononçait, mais j'avais rien compris. C'était du flou tout ça. J'avais l'impression qu'il voulait commencer à jouer à ces sales jeux de poètes et écrivains qui répondent autre chose à chaque question qu'on leur pose. Très marrant cet extrait de votre livre. Donc, M. Ali, tel est votre cas? Je ne pense pas que depuis qu'on a commencé l'émission, j'ai fait comme Yann. Donc, mais seulement, je dis des choses qui arrivent dans plusieurs cercles d'écrivains. Il arrive des fois qu'on est dans des panels, vous avez un écrivain qui est invité et bizarrement, la question peut être très claire, mais vous le voyez s'envoler dans un lyrisme qui n'a rien à voir avec la question. Mais pourquoi vous faites ça? Permettez-moi de vous poser cette question. Vous êtes écrivain, pourquoi vous faites ça? Bon, peut-être pourquoi ils font ça, parce que moi, je ne l'ai pas encore fait. Alors, l'écrivain, c'est un artiste, et l'artiste, c'est un poète. Là. Le poète, c'est un fou. Je crois que dans sa dimension de folie, il lui arrive de capter autre chose que même celui qui pose la question n'a pas capté ou n'a pas saisi. Voilà. Donc, et quand il se met à répondre, l'intérêt peut-être même pour l'écrivain n'est pas forcément de donner une réponse adéquate, une réponse claire à la question, parce que la beauté réside même dans le questionnement. Voilà. Des fois, c'est un peu ça. La question peut être, oui, monsieur Ali, est-ce que vous êtes fou? Est-ce que je dois vous répondre totalement si c'est oui ou c'est non? Je m'en vais à commencer à vous dire, mais vous savez que la folie, c'est d'abord la dimension divine. Et là, il y a des envolées qui s'en vont. Et il y a beaucoup d'écrivains qui aiment faire ça. Et surtout des poètes. Alors, à un moment, on peut se dire, mais attends, est-ce qu'ils nous envoient à se balader? Ou bien est-ce qu'ils nous prennent au sérieux? Ou bien est-ce qu'ils nous respectent ou pas? Mais il faut arriver, il faut vivre avec les écrivains, il faut vivre avec les poètes pour comprendre des fois cette dimension-là. Il y a ceux qui vivent vraiment, qui écrivent pour écrire, c'est-à-dire qui écrivent dans la dimension poétique, dans la dimension totalement artistique de la chose, et qui voient autre chose que nous. C'est vraiment de fous, mais de fous éclairés, je peux dire comme ça. Alors il faut pas des fois s'en offusquer, il faut pas. Là c'est vrai, Willy est en train de s'en offusquer, il s'est dit mais attends, c'est du n'importe quoi, la question elle est ça, vous répondez à autre chose, mais quand vous vivez avec de tels personnages, c'est alors que vous arrivez à comprendre qu'ils vivent aussi dans un autre monde, et dans ces mondes là
ils ont la latitude de faire ces envolées-là, ils ont la latitude d'aller outre la question qui a été posée. Il y a des romans comme ça, des romans qui n'ont ni tête ni queue, mais vous vous plaisez à le lire. Voilà, vous vous dites, mais quelle est l'histoire qui est racontée ici? L'histoire n'est pas claire, rien n'est clair, mais il y a juste la beauté de mots, la juxtaposition des phrases, voilà, la création littéraire qui s'y retrouve, qui vous emballe, et à la fin, vous trouvez qu'il n'y a pas d'histoire, mais c'est beau, voilà. 2 coups de feu et quelques jets de gaz lacrymogènes suffisaient pour disperser les foules. Les autorités avaient compris les systèmes, ils avaient compris que le peuple avait peur de laisser sa peau, que le temps de mourir martyr était révolu. Les pays honoraient plus ces martyrs, le pays n'en avait que faire de tous ces gaillards qui mouraient ça et là pendant les marches. Les gens tenaient à vivre malgré leurs souffrances. Les politiques foutaient donc éperdument de la revendication populaire. Cher auteur, qu'est-ce que ces quelques phrases veulent dire? C'est un message très fort lancé. Oui, là c'est vraiment c'est vraiment une réalité, c'est quelque chose que je constatais. Apparemment, c'est comme si au niveau du continent, au niveau de nos républiques, le pouvoir a compris le jeu de militants, a compris le jeu de l'opposition, a compris le jeu de ceux qui veulent revendiquer. Moi, j'écris ces romans en observant plusieurs républiques du continent, c'est-à-dire que je parle de la République sans pour autant. Vous n'êtes pas basé d'une seule république? C'est vraiment plusieurs républiques et les images qu'on renvoie à la télé, vous verrez, voilà, une marche peut commencer, mais il suffit qu'on vienne, voilà, faire un jet d'eau chaude, un jet de gaz. Les marcheurs, voilà, se dispersent et voilà, la marche se termine là. Donc ça ne va pas plus loin que le nez de marcheur et ça c'est bien triste. Maintenant, est-ce qu'on doit condamner le marcheur? Non, moi je condamne plutôt le pouvoir qui a compris cela, en abuse maintenant. Voilà, on peut tirer, on sait qu'il dit une fois qu'on aura quelques coups de gaz, quelques coups de balle, coups de feu en l'air, les gens vont souvent se disperser et c'est ça en fait. Donc on sait que bon, on a compris le jeu, comment arriver à museler, comment arriver à taire l'opposition, comment arriver, peut-être pas l'opposition, mais juste comment arriver à taire les gens qui prennent conscience et qui veulent revendiquer quelque chose. Et ça se passe presque dans plusieurs républiques du continent. Donc à chaque fois qu'il y a marche, on pratique, on y va de la sorte et le lendemain les gens ont peur de sortir parce qu'ils craignent pour leur vie, parce qu'après voilà, comme le dit Petit Willy, il y a beaucoup qui tombent sous le coup de feu, il y a beaucoup qui tombent, mais après ils s'en vont incognito, ils s'en vont sans pour autant que l'on sache qu'il était là dans cette marche-là. On ne va même pas dresser une stèle pour eux, on ne va même pas se souvenir d'eux. Donc alors là, il s'est dit, mais dans ce pays, dans ces républiques, on n'honore plus de martyrs, quoi. Il n'y a plus de martyrs, alors ça sert à quoi de continuer à revendiquer? Ça, c'est quand même très, très dramatique, voilà, si on arrive à une telle dimension, et si jamais c'est un régime qui arrive à mettre cela comme système, voilà, on va dire de massacre, système de comment on va dire de riposte, mais vraiment d'arriver à museler l'opposition et qui n'est pas du tout démocratique. Voilà, on est dans un état démocratique. Je crois que le jeu ne devrait pas être, parce que les forces ne sont pas équilibrées. Vous avez des mitraillettes, des armes à feu, eux ils viennent à main vide, voilà. Donc ce n'est pas équilibré et ça, je pense que je le dis dans ces romans parce que c'est aussi un engagement pour que ceux qui arriveront à nous lire arrivent à comprendre que nous ne sommes pas si bêtes que ça, la population n'est pas si dupe que ça, et que voilà, ils doivent arrêter avec ces genres de système. En bref, et le porte-son de bouche raconte tout simplement les réalités de la République avec tout ce qui s'y passe, plutôt triste. Le mur avait tout entendu et les portes avaient donc parlé. C'est bien ça? Absolument, madame, absolument. Je suis tentée de vous demander quel a été le sort du petit Willy emprisonné. Était-il finalement sorti de la prison ou pas? Mais je laisse les auditeurs ou vos futurs lecteurs le découvrir de par eux-mêmes. Et déjà pour s'y faire, comment faire pour avoir votre œuvre? Alors, merci beaucoup d'avoir conclu de la sorte, en tout cas aux lecteurs de lire les romans en entier. On ne sait pas tout dire, sinon ils ne vont plus lire. Voilà, c'est une très bonne histoire, une très belle histoire, les portes sont de bouche, je crois qu'ils vont le découvrir. Alors le roman, il y a encore quelques exemplaires qui sont là ici à Kinshasa,
Mais ceux qui sont à l'extérieur peuvent aussi les commander sur Amazon. Il y a maintenant la possibilité de passer la commande. À Kinshasa, en tout cas, ceux qui pourraient passer à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, voilà, donc ils ont la chance de nous trouver nous-mêmes et même pour dédicacer l'œuvre une fois achetée. Donc les exemplaires sont là, en tout cas, à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles. Nous sommes là pour les leur diffuser, leur servir. Et cela revient à combien? Il revient à $20. L'exemplaire est à $20 et voilà, aux éditions Mabiki, à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, ils trouveront les exemplaires. J'ai omis de le dire, et les portes sont debout, c'est une œuvre d'édition Mabiki. Oui, de notre feu Bienvenue Sinemongaba, le docteur y mettre à penser. Place à Théophile Sewanou, candidat béninois, il est écrivain et comédien. Tout au début de l'émission, je vous ai dit que nous allons vibrer au rythme de la francophonie. Et bien lui, son texte est intitulé « L'homme qui s'est transformé en fer ». Théophile Vaudounan est écrivain et comédien. Né le 20 décembre 1993 à Djougou, nord du Bénin, il est étudiant en fin de cycle de licence de lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi, passionné de la littérature et de tous les arts où l'esthétique s'y réclame. 2 fois de suite, en mars 2018 et en mars 2019, il a remporté le prix de dictée francophone et d'autres reconnaissances dans le domaine de la littérature. Son inspiration ainsi que ses aspirations, il les doit à sa mère Marie Ougbeme Djadjo, son érégé. L'homme qui s'est transformé en fer. Dès le premier jour de son accès à cet hôpital, le grand médecin, le plus grand du pays, avait aussitôt déclaré que c'est cas de passer ses compétences. Cependant, il n'avait vraiment pas le choix. Il a beau raisonner que Descartes et convaincre que Cicéron, il ne pouvait pas échapper à cette corvée, celle de supporter les excès d'un patient autoritaire. Alors, il a dû se tourner vers les scientifiques, ceux qui ne se sont pas contentés d'arracher seulement les X, Y et Z de la bouche d'un enseignant pour se proclamer scientifiques, mais qui ont eu la fortune d'aller expérimenter les faits dans les plus grands laboratoires, parce que leurs bourses n'ont pas été détournées pour les propagandes électorales ou pour grossir la poche des élites. Ces scientifiques donc venaient prélever un échantillon du sang du patient autoritaire pour aller étudier dans les laboratoires où se vendent à peine 2 rangées de piles et quelques ampoules grillées. Les causes de ces faits insolites. Après 2 mois d'analyse dans leur laboratoire sans équipement technique digne de notre siècle, ils revenaient tous se croiser dans le hall de l'hôpital pour discuter de la santé du patient. Et parfois, c'est la tournée en palabres. On s'est battu pour d'inconvénientes supputations. Ceux qui avaient observé le sang excellentiel au microscope photonique juraient fort qu'il était composé de quelques fragments d'ADN portant le gène d'égoïsme et d'ingratitude. Alors que ceux qui avaient eu la faveur de l'observer au microscope électronique juraient avec insistance que le fameux patient souffrait d'un mal extraordinaire que l'on baptisa tous azimuts la cupidose dictatoriale chronique. Et cela s'est terminé souvent par de sérieux coups de poing. Car le fou amoureux du patient ne tolérait guère que des scientifiques équipés rien que des microscopes de Robert Hooke traitent leur idole de cet art ignoble. Eux, c'est de cela qu'ils vivent. Ils savent que quand un patient atteint ce niveau, celui des cas particuliers, tous les soins et tous les droits lui étaient accordés. Ils pouvaient faire main basse sur toutes les ressources du centre. Leur espoir à eux, c'est que coulent les miettes quand les chefs ont fait plein le gousset et plein la panse. Les miettes, c'est bien de cela qu'ils vivent au détriment des autres. Pour mesurer la température du peuple, c'est bien dans les aisselles des adulateurs du chef qu'il faut plonger les thermomètres. Souffre-t-il un peu, le peuple souffre alors très cruellement. Vont-ils bien, le peuple va alors très bien. Même quand on y meurt de faim, pour cela, ils étaient prêts à acclamer chacun des actions du chef, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Prêts à toute délation possible, tant que leur poche serrant le liasse de billets, tout irait bien. Voilà l'extrait magnifique de la nouvelle de Théophile. Monsieur Ali, nous vous disons merci. Merci beaucoup, Madame Katia, et merci aux éditeurs qui nous ont suivis, et surtout, bon vent à votre chronique littéraire. Merci, c'est ainsi que prend fin cette émission, Monsieur Jedam. Merci d'avoir été resté fidèle à cette émission. Retrouvez-nous sur nos pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Et n'hésitez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis bonsoir et bonne suite de programme.
Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume, chaque samedi 20h10, Encre et Plume.